Radio de la Paix, la grande interview. Brokono Bertin. Bonjour à tous, bienvenue à la grande interview. La grande interview avec pour invité aujourd'hui le docteur André Deyazon. Nous le recevons pour parler du système éducatif en Côte d'Ivoire, système pour lequel il a eu à faire une sortie pour des propositions. Alors avec lui, nous allons faire un état des lieux du système éducatif, ses forces et ses faiblesses, explorer les moyens à mettre en œuvre pour une réforme du système éducatif, certains parlent de refonte, et puis proposer les conditions pour une réforme réussie. Docteur André Deyazon, bonjour. Bonjour. Avant toute chose, est-ce que vous pourriez vous présenter à nos auditeurs? Je suis enseignant-chercheur à la retraite depuis 2018. Voilà, donc j'étais enseignant-chercheur à l'UFR des sciences de l'homme, à l'université de Cocody, et je suis à la retraite donc depuis 2018. Mais je continue mes activités de chercheur. Donc c'est dans ce cadre que vous vous êtes intéressé, n'est-ce pas, au système éducatif ivoirien, ce système dont on peut dire qu'il bat de l'aile depuis des années. Écoutez, il n'y a pas que moi. Tout enseignant et tout bon Ivoirien doit être préoccupé par les problèmes de notre système éducatif. Quand on sait que l'éducation-formation est l'étalon de mesure du développement d'un pays. Tous les pays dits développés aujourd'hui le sont grâce à la performance de leur système éducatif. Et donc l'éducation-formation est la priorité pour le développement de n'importe quel pays. Et c'est pour cela que depuis plusieurs années, depuis que je suis enseignant de toute façon, je me suis toujours préoccupé de l'avancement de notre système éducatif. Alors, en termes de performance, quand vous regardez à travers les années, depuis les indépendances jusqu'à nos jours, comment est-ce que le système éducatif a évolué? Bon, bien évidemment, notre système éducatif, l'école ivoirienne, c'est l'école française des années 60. Tous ceux qui ont écrit sur l'histoire de l'éducation en Côte d'Ivoire l'ont dit. Paul Desallemands, qui a écrit 2 volumes sur l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'a dit clairement que le système éducatif ivoirien, c'est le système éducatif français des années 60. Mais depuis 20 ans, la France a laissé tomber ce modèle pour un autre. Et nous continuons dans le modèle abandonné par son créateur. Voilà tout le problème. Donc, il faut qu'on se dise les vérités aujourd'hui, parce qu'il faut qu'on aille de l'avant. Voilà. Le système éducatif que nous avons actuellement n'est pas une copie du système éducatif français. Parce que copier suppose qu'on décompose les éléments, qu'on les reconstitue, et qu'on sait donc comment fonctionnent les éléments constitutifs du système. Ça n'a pas été fait. Ce qui a été fait, c'est une sorte de photocopie. Dès le début, la photocopie a fonctionné. Parce que dès le début, une photocopie ressemble à peu près à l'original. Mais avec le temps, elle ne fait que dégénérer. Et donc, cette photocopie, elle a bien fonctionné. Ça permet de former des cadres de haut niveau. Au début, oui, voilà. C'est ça. Mais aujourd'hui, comme le destin de la photocopie est la dégénérescence. Parce que quand vous photocopiez, vous n'avez pas le principe fondamental de l'élément photocopié. Or, Gaston Bachelard a dit, un grand chercheur français, il a dit, mieux vaut une ignorance totale qu'une connaissance privée de son principe fondamental. Ouais. Donc nous avons pris le système éducatif français sans en connaître le principe fondamental. Et jusqu'à aujourd'hui, demandez à un acteur du système éducatif pourquoi l'école primaire dure 6 ans. Pourquoi? On ne pourra pas vous expliquer. Parce que ce n'est pas 6 ans partout. Au Japon, c'est 5 ans. Alors pourquoi la France a choisi 6 ans? Mais ils ne pourront pas expliquer parce qu'ils ne savent pas le principe que la France a suivi pour organiser son système éducatif de cette façon-là. Et donc, ignorant le principe fonctionnel du système, il est difficile de le modifier, de l'améliorer. Voilà. Donc, cette photocopie a montré ses limites. À l'époque, si vous voulez, étant donné que nous étions dans le même système que la France, et d'abord même dans les débuts, c'était des enseignants français qui enseignaient dans tous les établissements. Moi, je me souviens, quand j'étais élève, je n'avais qu'un seul enseignant ivoirien, c'était le prof de gymnastique. Tous les autres, c'était des Français. Donc, c'était le système français qui était enseigné ici. Maintenant, la question à se poser, est-ce que ceux qui ont implanté ce système français en Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils voulaient qu'il soit éternel? Ou bien c'était en attendant de trouver mieux
qu'on essaye de mettre en place ce qui existe, puisque nous sommes déjà indépendants, il nous faut un système éducatif. Nous avons travaillé avec la France. Bon, utilisons le système français en attendant d'avoir notre système. C'est ce en attendant-là qui n'est pas encore venu. Qui n'est pas encore arrivé. C'est pourquoi vous avez écrit cet ouvrage intitulé « La pédagogie capacitaire, la science exigée par l'éducation ». Qu'est-ce qu'on entend par ce titre, la pédagogie capacitaire? Bon, si vous voulez, la pédagogie, c'est une science. Donc, qui suppose qu'on a les connaissances de base nécessaires. Sinon, un pédagogue peut comprendre exactement ce que signifie ce titre-là. Mais que ce soit la pédagogie, parce qu'après la méthode traditionnelle, il y a eu la pédagogie par objectif. Après la pédagogie par objectif, il y a eu la formation par compétences. Et puis aujourd'hui, nous sommes à l'approche par les compétences. Mais quel que soit le modèle choisi, dans tous ces modèles-là, il y a un fond commun qui est la capacité. Et de toute façon, quel que soit ce que l'être humain veuille faire, il faut qu'il en soit capable. Pour atteindre les objectifs, il faut en être capable. Pour accomplir les compétences, il faut en être capable. Donc, au sous-bassement de la formation de l'être humain se trouve la capacité. Et donc, une pédagogie basée sur les capacités fédère toutes les pédagogies et conduit à la formation globale de l'être humain. Il se trouve qu'avant, on devenait enseignant par vocation, mais depuis des années, on va à l'enseignement parce qu'on n'a pas trouvé mieux ailleurs. Est-ce que ce n'est pas ce qui fonde un peu ce que nous constatons, la faiblesse, n'est-ce pas, du système éducatif ivoirien? Bon, écoutez, quand j'ai commencé à enseigner en 1980, j'ai été major de ma promotion à l'école normale supérieure au CAPES. Et donc, j'étais libre d'aller où je voulais. Donc, j'ai choisi le lycée classique de Bouaké. Mais pour aller à Bouaké, c'est par le train que mes bagages sont partis, aux frais de l'État. Et moi-même, je suis allé à Bouaké par avion, aux frais de l'État. Pour prendre mon poste, je suis allé par avion, aux frais de l'État. Et arrivé à l'aéroport, la logement, c'était une société d'État à l'époque, la logement était là, et ils m'ont envoyé à l'hôtel, à Ran Hotel, Bouaké, en attendant qu'ils me trouvent une villa. Et quand ils m'ont trouvé la villa était entièrement équipée. Il y avait 3 chambres, il y avait les lits, il y avait les placards. Vous êtes entré avec vos valises. Avec mes valises, il y avait tout. Et je n'avais qu'à payer l'électricité et l'eau, puisque c'était des maisons baillées. Donc, un enseignant dans de telles conditions ne pouvait non seulement que se prendre au sérieux, et prendre son travail au sérieux. Donc, les conditions étaient bonnes. Bien évidemment, nous sommes dans un pays en voie de développement. Ces conditions se sont dégradées. Et au fur et à mesure que ces conditions se dégradent, la qualité de l'enseignement aussi se dégrade. Parce que si l'enseignant a des préoccupations qui font qu'il ne peut plus se concentrer entièrement sur son travail, bien évidemment, ça va agir sur la qualité pédagogique. Alors, docteur André Deyazon, le système éducatif ivoirien, on peut le dire, est malade. C'est sur cette base que vous faites des propositions. De façon concrète, qu'est-ce que vous entrevoyez pour que cette école-là voit son blason redoré un tout petit peu? Bon, la crise de l'éducation est mondiale. Bill Gates, l'américain Bill Gates, que tout le monde connaît, oui, a dit tout récemment que lui, il a honte du système secondaire des États-Unis. La France elle-même est parmi les derniers au PISA, Programme international de suivi des acquis, où il y a les pays de l'OCDE. La France est parmi les derniers. Donc, chacun fait des efforts. Chacun fait des efforts pour résoudre le problème de l'éducation. La crise de l'éducation, elle est mondiale. Donc, il n'y a pas de pays mieux nantis que d'autres. Nous, en tant qu'enseignants, nous avons le devoir de faire des efforts partout pour voir où va naître la véritable solution de l'éducation. C'est dans cette optique que j'ai écrit la pédagogie capacitaire. L'éducation-formation suppose 3 questions. Qu'est-ce qu'il faut enseigner? Comment l'enseigner? Et pour quel idéal d'homme? Pour former quel homme? Ces 3 questions-là, nulle part dans le monde n'ont une réponse scientifique. Et c'est à ces 3 questions que la pédagogie capacitaire apporte la réponse scientifique. Je voudrais vous dire aujourd'hui, je voudrais vous remercier de m'avoir accordé cette tribune. L'éducation exige la science à plus de 98%. Nous avons les preuves mathématiques calculées aujourd'hui. Donc l'éducation exige la science. Il ne s'agit plus de balbutier. Or, toutes les technologies que nous importons de l'extérieur sont des balbutiements. La pédagogie par objectif, c'est des balbutiements. L'approche par les compétences, ce n'est pas une pédagogie, ce sont des approches. Or, l'éducation n'a que faire des approches. L'éducation exige la science. Et c'est pour cela que vous avez le titre
la pédagogie capacitaire, la science exigée par l'éducation. C'est seulement en Côte d'Ivoire qu'est née une pédagogie, on va dire, pour être humble, qui prétend être la science exigée par l'éducation. Nulle part ailleurs. Donc, je voudrais qu'on se mobilise autour de nos systèmes pour que la solution de l'éducation sorte de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est possible. Voilà. Moi, j'ai fait mes études en Occident. Donc, je connais les grands auteurs des sciences de l'éducation. Donc vous faites des propositions. Je lis par exemple, pourquoi ne pas enseigner l'économie et le droit de la 6e à la 3e? Quand on parle d'informatique à l'école, est-ce qu'il suffit d'enseigner Word, Excel, Access pour dire qu'on a fait l'informatique? La pédagogie capacitaire est la toute première pédagogie à apporter des réponses scientifiques à toutes ces questions. Voilà. Que faut-il enseigner? La question. Pourquoi est-ce qu'on n'enseignerait pas la psychologie au premier cycle? Pourquoi est-ce qu'on n'enseignerait pas le droit au premier cycle? Oui. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on n'enseignerait pas l'économie que l'être humain utilise tous les jours au premier cycle? On ne le fait pas parce que la France a commis l'erreur de ne pas le faire. Sinon, il n'y a rien qui l'interdit. On a suivi servilement la France. Servilement, sans réfléchir. Alors qu'il faut l'adapter, n'est-ce pas, à nos réalités. Alors que la France elle-même, quand il y a des apports extérieurs, elle réfléchit et les traduit en ses propres termes. Le système LMD aujourd'hui, c'est le système anglo-saxon traduit dans des termes de la France. Donc nous aussi, quand on reçoit les systèmes du Canada, de France et de la Grande-Bretagne, il faut qu'on les traduise en nos termes en fonction de nos réalités socio-éducatives. Alors, ce système LMD, quelle est votre appréciation de son application depuis qu'il a été institué? Ça, j'ai fait la remarque. J'ai essayé de faire... Alors, vous voyez ce numéro de l'Inter, où il y a la photo du président. Oui. Vous voyez en bas, en dessous, système LMD, les propositions d'André Deyazon. Donc, le président de la République ne peut pas ne pas avoir pris connaissance de ça. Oui. Et ça a été fait en juillet 2012. Et le 7 août 2012, le président a répondu pour dire que notre projet global, c'est la rénovation totale de notre système éducatif. Donc, moi, j'ai pris connaissance de cette réponse dans Fraternité Matin. Il a répondu. Et donc, j'ai attiré l'attention du système éducatif dans les 2 numéros du Patriote, que vous voyez là, à la une, pour dire, voilà ce que le président demande. C'est une refondation totale de notre système depuis le début pour qu'il corresponde aux préoccupations de notre société. Donc, dès l'instant où le président de la République a dit ça, il faut appliquer. Maintenant, le problème... Ils ne l'ont pas fait depuis 2012. Ils n'ont rien fait depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire soit épinglée comme avant-dernière des pays de la francophonie. Quand on a dit l'école primaire ivoirienne n'est pas bonne, on n'a pas dit que le ministre de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire est avant-dernière. On n'a pas dit ça. On dit la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Donc, c'est tout le pays qui est concerné. Et donc, aujourd'hui, tout le pays doit se mobiliser pour que ces choses-là n'arrivent plus jamais. C'est ce combat-là. Mais il se trouve qu'à travers les derniers résultats, aux examens, on a l'impression que les choses vont en s'améliorant. Oh, vous savez, les résultats aux examens, comme vous voyez, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, c'est des résultats qui évoluent en dents de scie. Il y a des années où on a plus de 50%, et l'année qui suit, on a 30%. Ouais. L'année d'après, encore 60%. Après, on a 40%. Donc, il n'y a pas de travail de suivi. L'année où ça a marché, quels sont les facteurs qui ont fait que ça a marché? Il devait y avoir une recherche approfondie pour savoir quels sont les éléments qui ont fait que nous sommes passés de 30 à 60%. Et capitaliser ces acquis. Et capitaliser ces acquis-là. C'est pour cela, si vous avez bien suivi mon intervention dans la conférence de presse, j'ai dit il faut une structure permanente que j'ai appelée Conseil national d'éducation et de formation pour suivre au jour le jour l'évolution du système éducatif de façon scientifique. Parce que l'éducation existe la science. Et quand on est scientifique, on ne peut être que d'accord avec tout le monde. Parce que la proposition scientifique, c'est ce qui fait l'unanimité. Quand on dit 2 plus 2 égale 4, dans la base 10, quel que soit votre appartenance politique, vous êtes obligé d'accepter ça. C'est ça la science. Elle crée l'unanimité entre les individus. Alors ce conseil, c'est vrai, dans ce pays, il y a des structures qui sont créées avec pour objectif d'améliorer certaines situations, mais à la pratique, on voit que les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être. Est-ce que ce Conseil national de l'éducation, formation
viendrait comme une panacée pour ce système qui est en train de se chercher, comme on dit. Je pense qu'il n'y a pas meilleure solution que ça. Parce que le Conseil national de l'éducation-formation va réunir toutes les compétences pour produire des travaux scientifiques à soumettre au président de la République, au ministre de l'Éducation nationale, etc., pour travailler. Et ce conseil va suivre en même temps. Ce sera un organe de suivi, d'abord un organe de mémorisation, c'est-à-dire tous les acquis positifs du système seront mémorisés, et puis un laboratoire de production scientifique qui va faire la proposition de création d'autres structures en fonction des besoins. Je prends un exemple simple, je ne suis pas dans les détails. Oui. Comment on pouvait imaginer qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, qui accorde plus de 42% de son budget à l'éducation, n'ait pas de faculté des sciences de l'éducation? Il n'y a pas de faculté des sciences de l'éducation. Ouais. Bon, aujourd'hui, on parle d'UFR. Il n'y a pas d'UFR des sciences de l'éducation. Ni à Abidjan, ni à Bouaké, ni nulle part. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas de recherche en éducation. Et donc, vous voyez, au niveau du primaire, au niveau du secondaire, il n'y a aucun enseignant qui fait des publications. À l'université, là, ils sont obligés de le faire pour avancer. Mais au niveau du secondaire, combien de profs de maths du secondaire écrivent sur les mathématiques pour permettre aux enfants de bien maîtriser cette discipline? Combien écrivent sur la physique pour permettre... vous avez 30 ans d'expérience. Donc, vous avez capitalisé des choses positives. Mais combien écrivent pour mettre ça à la disposition? Mais est-ce que ce n'est pas... Parce qu'ils n'ont pas été formés à la recherche. Et moi, j'ai eu la chance de sortir de Côte d'Ivoire et de me frotter à d'autres structures où, à l'université, quand j'étais à l'Université libre de Bruxelles, j'ai vu des enseignants du primaire venir intervenir à l'université pour exposer leurs recherches. Mais est-ce que ce que vous êtes en train de dire, est-ce que ce n'est pas ce que vous avez dit plus haut quand vous avez dit que vous, en 80, quand vous partiez enseigner, vous aviez tout à votre disposition, alors qu'avec le temps, les conditions de vie des enseignants se sont dégradées au point que la tête ne peut plus être à la réflexion? Oui, mais pire, ils n'ont même pas été formés à la recherche. Moi, je n'ai pas été formé à la recherche en Côte d'Ivoire. C'est par rapport à mon... Non, aucun enseignant du secondaire, si tu prends le cursus du secondaire jusqu'au CAPES, pour sortir, pour aller enseigner, il n'y a pas de cours de recherche en éducation. Donc, chacun fait ce qu'il peut. Et comme ils n'ont pas été formés à la recherche, ils ne peuvent pas produire de recherche scientifique. C'est ça le problème. Donc, le Conseil de l'éducation et de la formation peut proposer des structures telles que l'Institut pédagogique national pour le suivi pédagogique des enseignants, les facultés des sciences de l'éducation, où on va former des étudiants en éducation à partir de nos réalités. Parce que les docteurs en éducation qui arrivent de l'extérieur, ils n'ont pas été formés à partir des réalités socio-éducatives de Côte d'Ivoire. Ils ont été formés en Europe. Et quand ils arrivent, c'est les techniques qu'on leur a appris là-bas qu'ils appliquent. Donc, ils préfèrent appliquer ce qu'ils savent déjà que d'avoir à partir de zéro ici. D'où la pédagogie par objectif et l'approche par les compétences qui ne sont pas de véritable pédagogie. Aujourd'hui, donc, la situation est là. C'est vrai, vous vous focalisez sur la formation pédagogique, mais le système éducatif, c'est un tout avec, à travers les années, ces dernières années plutôt, ce phénomène de la violence à l'école. On voit les élèves qui sont devenus les maîtres de l'école. C'est eux qui décident quand ils doivent aller en congé. C'est eux qui décident de quel type de professeur ils veulent. Alors, si on travaille en amont sur les enseignants, sur la pédagogie, et qu'en aval, les élèves ne sont pas intégrés dans ce lot-là, est-ce qu'on est à mesure d'atteindre les résultats qu'on espère? Mais c'est pour cela que je vous dis qu'il y a 3 questions auxquelles l'éducation-formation doit répondre. Que faut-il enseigner? Comment l'enseigner? Mais pour quel idéal d'homme? Notre système éducatif actuel, étant la photocopie du système éducatif français, ne s'occupe pas de la dernière question. Quel idéal d'homme? Quel homme formé? Parce qu'en France, j'ai écouté un ancien ministre de l'Éducation française, M. Luc Ferry, qui a dit que l'élève est formé par l'école. L'enfant est éduqué par la famille. Vous comprenez? Comment ils ont séparé? Alors, la question, c'est est-ce que quand l'élève va à l'école, l'enfant reste à la maison? L'élève passe toute sa journée, généralement chez nous, toute la journée à l'école. Pendant ce temps, l'enfant, il est à la maison. Donc l'école a sa part dans l'éducation de... Entièrement. Donc il faut un idéal d'homme à bâtir. Vous savez, l'école aujourd'hui, c'est le paradigme occidental qui est basé sur la division qui fait que nous avons des problèmes. Mais sinon,
L'éducation africaine, il n'y a pas l'éducation d'un côté et la société de l'autre. Hein? Oui. Voilà. C'est comme apprendre à nager. Vous ne pouvez pas apprendre à nager dans les livres. Vous ne pouvez pas apprendre à nager dans les livres. En même temps que vous nagez, la tête sort de l'eau pour réfléchir au prochain mouvement que vous allez faire. Donc c'est global. Et c'était ça l'éducation africaine. L'enfant est éduqué en même temps qu'il vit dans la société. Alors, docteur. Prenons avant de vous laisser continuer, l'élève de l'école primaire jusqu'au bac. Et aujourd'hui, on voit 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans. Mais pendant tout ce temps-là, il a 18 ans, il a 20 ans. Qu'est-ce que l'école lui a appris à faire? L'enseignement général. Qu'est-ce que l'école lui a appris à faire? Alors, est-ce que vous pouvez imaginer un enfant né dans un village africain qui a grandi jusqu'à 18 ans, 19 ans, 20 ans et qui ne sache rien faire, qui ne sait que résoudre des équations? L'élève de terminale C, major de sa promotion, il ne sait que résoudre des équations mathématiques. Il ne sait même pas à quoi servent ces équations. Demandez à un élève de terminale C, à quoi sert x au carré moins 1 égale 0 là. Quand tu résous l'équation, ok, tu as résolu l'équation par ton cerveau. Mais après ça, tu vas faire quoi de ça? Quelle est son application? Quelle est son utilité dans ta vie de tous les jours? Il ne saura pas. Parce que moi, j'ai posé la question à un étudiant en mathématiques à l'école normale supérieure. J'ai dit, mais f de x égale ax plus b. Ça vous permet de faire quoi? Il n'avait aucune réponse. Ah oui, vraiment, nous, on est fatigué par les théories et tout ça. Il n'y a que c'est des théories, on remplit les formules, on ne sait pas quoi ça. Parce qu'il ne sait pas. Ok. Alors, docteur, aujourd'hui, vous faites toutes ces propositions. C'est vrai que si on vous voit un peu à travers les conférences de presse, à travers les journaux, c'est peut-être parce que vous n'avez pas d'interlocuteur. Est-ce que jusque-là, vous avez eu un interlocuteur à qui vous avez fait ces propositions qui aurait pu les prendre au sérieux? Non, bon. Moi, je ne suis pas dans la politique. Voilà. Je suis un scientifique. Donc, on ne me connaît nulle part, sauf mes propositions. Donc, je continue de faire mes propositions. Quand la pédagogie capacitaire a été publiée par la maison d'édition de l'université de Cocody, j'ai envoyé un exemplaire à l'éducation nationale. J'ai envoyé un exemplaire à l'enseignement supérieur, au ministère de la formation professionnelle. Mais je n'ai pas eu de retour. Alors que le président de la République, qui n'a fait que lire mes propositions dans les journaux, a dit ce qu'il faut faire. Donc, moi, je n'ai plus de problème en fait. Moi, je leur demande d'appliquer ce que le président a dit. C'est tout. C'est ce que je leur demande. De mettre en application ce que le président a dit. Il a dit que le projet global, c'est la rénovation totale du système éducatif pour l'adapter à nos réalités de travail. Alors, aujourd'hui, il y a un nouveau ministre de l'Éducation nationale qui se trouve être elle-même professeure d'université. Alors, est-ce qu'il y a des chances que ce projet de rénovation de notre éducation puisse voir le jour, étant entendu que dès sa prise de fonction, elle a parlé, n'est-ce pas, des États généraux de l'éducation? Oui, moi je souhaite, mais la solution, ce n'est pas les États généraux. Les États généraux, c'est une solution ponctuelle. Après ça, chacun rentre chez lui. Et puis les choses reprennent comme elles étaient par le passé. Moi, je suis enseignant depuis 1980. On a eu des États généraux passés. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu des États généraux que nous sommes à cette situation-là. On a eu des États généraux passés. Donc, on peut faire les États généraux pour diagnostiquer. Mais il faut une structure permanente qui est en dehors du ministère de l'Éducation, qui est politique aussi, et pour lequel il y a d'autres préoccupations, qu'il y ait une structure scientifique pour cohérer l'ensemble des actions. Alors, par rapport à cette structure scientifique, le Conseil national de l'éducation-formation, vous dites le choix des membres relève des compétences du président de la République et du ministre de l'Éducation nationale. Là, on est dans le politique encore. Ah non, puisque moi j'ai dit que ce doit être une structure scientifique. Alors pourquoi est-ce qu'on n'envisagerait pas que vous qui êtes les chercheurs de l'éducation, vous connaissez, que vous ayez un collège qui propose un responsable qu'entérinerait le président de la République par exemple? Ah oui? Pour ne pas retomber dans la politique politicienne, parce que cette structure que vous voulez scientifique, comme on est dans le monde politique, dans le domaine du politique, il se peut que ce soit quelqu'un de politique qu'on vienne mettre à la tête de cette structure. Mais si le président de la République propose que le choix, que ce soit par, comment on appelle ça? Une élection. Voilà, par une élection des experts. Il n'y a pas de problème. Mais c'est le président de la République qui représente le peuple. C'est lui qui représente le peuple. Donc, c'est lui qui a été oint par le peuple.
Donc, c'est ce qu'il propose qu'on suit. Bon, maintenant, il y a des scientifiques. Parce que lui, il faut qu'on se rappelle, lorsqu'il était dans son débat avec le président Gbagbo en 2010, il a dit « Moi, je ne suis pas enseignant, mais je me ferai encadrer par des enseignants qui s'y connaissent. » Voilà. Maintenant, si les enseignants qui étaient censés s'y connaître ne s'y connaissent pas et que le pays est conduit au niveau où nous sommes... Ou ils s'y connaissent, mais qui ne font pas ce pourquoi ils ont été appelés. Voilà. Bon, c'est à lui de réviser, parce que on ne peut pas parler de développement si le système éducatif ne marche pas. Voilà. Alors, docteur André Deyazon, donc, pour nous résumer par rapport à vos propositions, au sortir de cette émission, qu'est-ce que nos auditeurs doivent retenir des propositions du docteur André Deyazon? Écoutez, j'avais à l'époque émis des réserves par rapport au système LMD en disant que le système éducatif commence du primaire au supérieur et que le primaire est la source. Le système éducatif, c'est comme un fleuve dont la source est l'éducation primaire. On ne peut pas dépolluer un fleuve en laissant de côté sa source. Et donc, le LMD suspendu seulement au supérieur est une erreur pédagogique. C'est ce que j'avais écrit. Et c'est à la suite de ça que le président de la République a dit c'est une rénovation du système dans sa totalité. Donc, c'est une façon de dire on ne laisse pas tomber le primaire, mais ce sera une refonte du système dans sa globalité. Voilà. Donc, il faut appliquer ça. Il faut appliquer ça. Maintenant, pour appliquer ça, il faut des structures pour le faire. Des hommes et des structures. Les experts, il y en a. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les hommes, pour faire des propositions, sont là. Donc, il faut mettre ces structures en place. Et puis, on va commencer à travailler pour appliquer ce que le président a dit. Et ce qu'il a dit est tellement correct. Moi, je ne suis pas dans la politique. Aucun d'eux ne me connaît comme je suis en face de vous. Peut-être dans la presse et tout ça. Mais je dis, ce qu'il a dit là, lui, il peut le faire. Pourquoi il peut le faire? Parce qu'il a pris 2 décisions courageuses. Premièrement, il a créé la Chambre des rois, qui n'a jamais existé depuis que la Côte d'Ivoire est indépendante. Deuxièmement, il a créé l'université virtuelle. Pour le développement d'un pays, il y a 2 choses. L'enracinement dans la culture et l'ouverture sur le monde. Donc, il a créé les 2 outils nécessaires pour ça. Il appartient maintenant aux responsables de l'éducation de faire le travail concret pour mettre cela au service de la société. C'est tout. Docteur André Deyazon, qui est enseignant-chercheur à la retraite, il était en fonction à l'Institut de recherche, d'enseignement et d'expérimentation en pédagogie, à l'UFR des sciences de l'homme et de la société, à l'Université Félix Houphouët-Boigny. Il était donc l'invité de la grande interview ce jour. Docteur, merci d'avoir effectué les déplacements dans nos studios. Merci beaucoup. La grande interview pour aujourd'hui, c'est terminé. Technique Antoine Kwasi. Bonne journée à tous. Brokono Bertin. Vous venez de suivre la grande interview.